Bienvenue, cher auditeur, à Contes policiers où les villages tranquilles cachent les secrets les plus sombres. Ce soir, nous entrons dans l'univers de Miss Marple, dans la disparition à la fête du village. Un après-midi d'été se transforme en murmure et en effroi lorsqu'une âme disparaît parmi les rires. D'où nous rejoignez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous. Maintenant, servez-vous une boisson chaude et laissez le mystère commencer. La matinée de la foire du village de St. Mary Mead a commencé dans une douce confusion. Des banderoles emmêlées dans une branche de sycomore, la fanfare jouant 2 tonalités à la fois et Madame Price Ridley insistant pour que les chaussures en noix de coco soient déplacées de 3 pouces vers la gauche pour des raisons de symétrie. En bref, c'était précisément le genre de désordre joyeux qui rendait la foire si rassurante et ordinaire. Pourtant, il y avait dans l'air un léger silence, comme la pause avant une confession, comme si le village lui-même retenait son souffle. Mademoiselle Marple le ressentit alors qu'elle épinglait un petit ruban au col en dentelle de son chemisier. De la fenêtre de son cottage, elle vit le lent défilé des villageois traverser la pelouse. Des enfants en robe amidonnée, le vicaire en chemise et M. Harrison, le marchand de fruits et légumes, poussant une brouette remplie de pommes qui semblait un peu trop polie pour être innocente. Quelque chose dans la lumière du matin, douce et indulgente, semblait estomper les distinctions entre la vérité et l'apparence. À 10 heures, la foire fut officiellement ouverte par le colonel Melchett, qui prononça un discours sur l'esprit communautaire et l'importance de se souvenir des morts. La moitié du public applaudit poliment. L'autre moitié tendit l'oreille pour savoir si la table de tombola de Madame Bantry avait bien reçu une bouteille de sherry, qui ne figurait pas sur la liste la veille au soir. Le gramophone se mit à jouer une valse, légèrement déformée par la chaleur estivale, et mademoiselle Hartnell se mit à vendre des programmes avec une efficacité militaire. « Quel dommage !» dit Madame Price Ridley à personne en particulier, que mademoiselle Lennox ait insisté pour exposer cet horrible miroir. Cela ne correspondait pas du tout à l'esprit de la foire. Le miroir en question, un grand miroir à cadre argenté qui provenait, disait-on, d'un manoir démoli, brillait au centre de la tente des artisans. Il reflétait l'agitation des petits visages penchés, des chapeaux qui bougeaient et des sourires plus larges que sincères. Les enfants riaient en voyant leurs reflets qui semblaient penchés et scintiller. Mademoiselle Marple s'arrêta un instant devant lui, remarquant une légère trace sur le bord inférieur, comme un doigt qui aurait effleuré la poussière. À midi, la foire avait atteint son rythme de croisière. L'odeur de la pâte frite flottait sur la pelouse, la tente de la voyante attirait une file d'attente, et l'air était délicieusement chargé de commérages. Mademoiselle Marple était assise avec Madame Bantry et Madame Price Ridley devant un verre de limonade. La conversation coulait aussi naturellement que les abeilles vers le sucre. Locale, répétitive, réconfortante. « Avez-vous remarqué, murmura Madame Bantry en baissant la voix, que mademoiselle Lennox n'est pas venue près de son stand depuis une demi-heure? Elle s'occupe probablement de ses œuvres, répondit Madame Price Ridley. Les artistes sont des créatures imprévisibles. La femme de mon cousin a un jour peint toute une cheminée en bleu. Pourtant, même elle jeta un coup d'œil vers la tente des artisans. Les yeux de mademoiselle Marple la suivirent, calmes mais curieux. À travers le rabat ouvert, elle ne vit que le reflet du miroir et la chaise vide à côté. Un sentiment de malaise s'insinua dans le bruit de la foire. Quelques instants plus tard, le jeune Peter Cattrall arriva en courant, à bout de souffle, annonçant que le marionnettiste avait disparu. Des rires le suivirent. L'idée semblait absurde, mais lorsque le spectacle ne commença pas, l'ambiance se détériora. Le vicaire alla se renseigner, revint avec une expression perplexe et murmura quelque chose au policier. Mademoiselle Marple observa l'échange, son regard revenant vers le miroir où le reflet de la foule semblait agité,
des fragments de visages glissant comme des poissons sous une surface troublée. À 2 heures, la rumeur s'était répandue que le marionnettiste et mademoiselle Lennox avaient disparu. L'expression était utilisée parce que « porter disparu » semblait mélodramatique. Pourtant, les stands devinrent plus calmes. La musique hésita entre les disques, et Madame Price Ridley se surprit à compter les noix de coco comme si les absences pouvaient être mesurées numériquement. Lorsque la pluie commença, une légère bruine respectueuse, ce fut presque un soulagement. Des parapluies fleurirent sur la pelouse. Mademoiselle Marple, acceptant l'humidité inévitable, se dirigea vers la tente des artisans. À l'intérieur, l'air sentait le vernis et la toile humide. Le miroir était intact. Sur la table à côté, il y avait un carnet de croquis, dont les pages flottaient tout légèrement dans le courant d'air. Elle remarqua une tache de pigment bleu le long du bord de l'outre-mer, pensa-t-elle, et un seul myosotis pressé coincé entre les pages. « Étrange choix », murmura-t-elle, et elle se retourna lorsque l'inspecteur Craddock entra, son chapeau noirci par la pluie. « Bonjour, mademoiselle Marple. J'ai bien peur qu'il y ait un petit problème. Nous avons trouvé le stand de Punch et Judy près de l'étang effondré. Aucun signe de l'artiste, et le vélo de mademoiselle Lennox est toujours derrière la salle. » Mademoiselle Marple regarda une fois de plus le miroir. « Les gens disparaissent parfois dans les villages. Inspecteur, dit-elle doucement, mais rarement dans la nature. » Dehors, la fête continuait dans une gaieté forcée. L'orchestre jouait plus fort et la tombola se poursuivait. On demandait aux enfants de rester près de leur mère. La bruine se transforma en brouillard, adoucissant les contours et rendant toutes les couleurs vives grises. C'est alors que Madame Bantry, qui réorganisait les prix, poussa un petit cri. Un morceau de tissu avait été trouvé accroché à l'arrière d'un rideau de soie orné de petites fleurs peintes. L'écharpe de mademoiselle Lennox. Le policier le prit délicatement, jetant un coup d'œil à Craddock. Les yeux de mademoiselle Marple ne s'attardèrent pas sur l'écharpe, mais sur l'épingle qui la maintenait en place, une simple épingle en laiton légèrement déformée. Elle rangea cette image dans un coin de sa mémoire, comme elle aurait noté le chant particulier d'un oiseau. La nuit tomba tôt. Les lumières de la fête clignotaient, leurs reflets dansant dans les flaques d'eau. Les rires semblaient plus faibles, la musique légèrement décalée. Les rumeurs, ces villageoises les plus industrieuses, circulaient dans toutes les tentes. Certains disaient que mademoiselle Lennox s'était enfuie, d'autres qu'elle s'était disputée avec le marionnettiste. Quelques-uns, baissant la voix, laissaient entendre que le miroir avait quelque chose à voir avec cela, que quelqu'un avait vu une ombre bouger derrière le verre, alors que personne ne se tenait là. Mademoiselle Marple rentra chez elle sous son parapluie, le gravier humide murmurant sous ses chaussures. Derrière elle, la foire bourdonnait faiblement à travers la brume. Dans son jardin, les roses étaient lourdes de pluie, et la lumière de sa fenêtre projetait de longs reflets dans les flaques d'eau, des reflets qui tremblèrent lorsque le vent soufflait, comme s'ils ne savaient pas à quel monde ils appartenaient. Elle s'arrêta avant d'entrer, écoutant le faible écho du gramophone à travers la pelouse, une note faussée qui se répétait. « Comme une confession », murmura-t-elle, « ou une conscience. » Le faible écho du gramophone s'était à peine estompé que mademoiselle Marple, toujours sous son parapluie, aperçut une petite silhouette qui traversait la pelouse à toute vitesse. C'était madame Bantry, à bout de souffle, son châle serré autour des épaules comme un drapeau de guerre. « Ma chère Jane », appela-t-elle, « ils ont trouvé quelque chose près de l'étang, une des marionnettes. Cette chose horrible flotte face contre terre. » Mademoiselle Marple ferma son parapluie avec une précision tranquille. « Ah », dit-elle doucement, « alors l'histoire a commencé à se dévoiler. » Ensemble, elles revinrent par le chemin glissant, la foire à moitié démontée sous le ciel qui s'assombrissait. Les villageois se tenaient en petits groupes,
parlant à voix basse, chacun espérant être le premier à entendre et le dernier à être blâmé. Sous un saule, l'agent Graves tenait une marionnette dégoulinante par ses ficelles. Son visage peint s'était fissuré sous l'effet de l'humidité, lui donnant une expression grotesque de surprise. L'inspecteur Craddock se tenait à proximité, le col de son manteau relevé. Nous avons vérifié les temps, aucun signe de l'homme lui-même. Juste cela, et quelques empreintes de pas que nous ne pouvons pas encore expliquer. 2 séries ? Demanda mademoiselle Marple. 3 peut-être. Difficile à dire. Le sol est boueux. Il hésita, la regardant comme s'il ne voulait pas admettre son incertitude. Il se peut que cette fille, Lennox, soit partie à sa recherche et se soit perdue. Le regard de mademoiselle Marple se posa sur les saules qui se balançaient au-dessus de l'eau. « Les artistes, murmura-t-elle, cherchent souvent des reflets là où les autres ne voient que la surface. » Elle examina le visage fissuré de la marionnette. Il semble plutôt choqué par ce qu'il a vu, le pauvre. Craddock esquissa un sourire fatigué. Si seulement il pouvait parler. Il fit signe au policier de mettre la marionnette dans un sac et se tourna vers mademoiselle Marple. « Nous allons recueillir les dépositions. Madame Bantry a dit que mademoiselle Lennox avait été vue pour la dernière fois à son stand vers midi. »« À peu près à cette heure-là, » répondit mademoiselle Marple. « Elle a parlé à la voyante, madame Célina. C'est bien ça ? Une femme curieuse qui affectionne particulièrement les adjectifs. Son ton était doux, mais son regard était pensif. Je me souviens qu'elle a mentionné les miroirs, de manière assez dramatique, comme s'ils avaient des sentiments. Ils se dirigèrent vers les tentes. La pluie avait transformé le champ de foire en un patchwork de flaques d'eau et de papier piétiné. La tente des artisans claquait tristement au vent. À l'intérieur, le miroir se dressait comme un témoin froid. Craddock l'inspecta en fronçant les sourcils. Rien n'avait été dérangé. Aucune empreinte digitale utilisable, je suppose. Miss Marple examina le bord inférieur, où la trace était restée. La poussière ne se dépose que rarement par accident, dit-elle, plus à elle-même qu'à lui. Elle se souvient de ce que les gens préfèrent oublier. Dehors, la femme du vicaire s'approcha, portant un plateau de scones invendu comme s'il s'agissait d'une offre de paix. « Inspecteur, j'espère que cela ne va pas affecter le montant total des fonds collectés. Nous n'avons toujours pas tiré au sort la grande tombola. » Craddock la remercia gravement. Miss Marple, quant à elle, accepta un scone avec une douce gratitude. « La paroisse survivra, mon cher, » dit-elle. « Mais ce n'est peut-être pas les recettes que nous devrions compter. » À mesure que la soirée avançait, Craddock établit un poste temporaire à l'école. Les villageois furent invités à faire des déclarations, même si peu d'entre eux avaient besoin d'être invités. Lorsque Miss Marple arriva, le couloir bourdonnait de spéculations. Madame Price Ridley déclara que mademoiselle Lennox était volage et que ce genre de femme s'attirait souvent des malheurs. La femme du forgeron murmura que le marionnettiste, dont le nom était Monsieur Kemp, avait des dettes à Eastbourne et un tempérament connu pour s'enflammer comme une allumette mouillée. Mademoiselle Marple était assise tranquillement sur un banc près du tableau d'affichage, son tricot soigneusement plié sur ses genoux. Les gens oubliaient qu'elle écoutait, ce qui lui convenait parfaitement. Elle observa comment l'indignation de Madame Price Ridley s'intensifiait lorsqu'un public se formait et comment la femme du vicaire évitait tout contact visuel dès que le nom de mademoiselle Lennox était mentionné. Chaque intonation révélait sa propre vérité. « C'est drôle, cependant, » dit M. Harrison, le marchand de fruits et légumes, en s'essuyant les mains sur son tablier. « Personne ne sait où elle a trouvé ce miroir. Elle prétend qu'il lui a été offert par un ami à Londres. Pourtant, l'étiquette au dos indique « Weatherby's Auctions, Tunbridge Wells ». Je livre là-bas 2 fois par mois. Je n'ai jamais vu son nom sur la liste des acheteurs. Mademoiselle Marple inclina la tête.
Peut-être l'a-t-elle acheté sous un autre nom, dit-elle. Parfois, les gens préfèrent refléter quelque chose de différent d'eux-mêmes. Cette remarque suscita un regard perplexe, mais avant qu'il n'ait pu poser de questions, Craddock sortit de la pièce voisine. Nous avons fouillé le cottage Lennox. Aucun signe d'elle. Des croquis partout, mais surtout des portraits de villageois. Des choses étranges aussi. Un de Madame Bantry, jeune femme, un des portes de l'église et un de l'étang. L'eau semble plus sombre qu'elle ne devrait l'être. Mademoiselle Marple se leva. Puis-je les voir? Une courte marche les conduisit au cottage, situé dans la ruelle derrière le parc. À l'intérieur, une odeur de térébenthine flottait dans l'air. Les tableaux étaient appuyés contre les murs en rangées désordonnées. Mademoiselle Marple les examina un par un. Les portraits étaient vivants, voire affectueux, mais chacun présentait une petite main légèrement déformée, un peu trop pâle, un sourire trop figé, un œil détourné d'un cheveu du spectateur. Seule la dernière toile était différente. Elle représentait la foire elle-même sous des nuages menaçants, le miroir brillant comme une porte entr'ouverte. Elle essayait de dire quelque chose, murmura Miss Marple. Seulement, cela semble lui avoir coûté cher. Craddock semblait inquiet. Pensez-vous qu'elle s'est enfuie? Je pense, dit doucement Miss Marple, que certaines personnes disparaissent parce qu'elles voient trop clairement. De la ruelle lui parvint un rire instable, forcé. Un groupe de jeunes hommes aidait à démonter le kiosque à musique. L'un d'eux, Ned Archer, regarda par-dessus son épaule lorsqu'ils passèrent. Miss Marple remarqua que ses bottes étaient couvertes de boue sombre. Il était au jeu de coco, avait dit Madame Bantry plus tôt, et très attentif à chaque mot de Mademoiselle Lennox. Craddock suivit son regard. « Le connaissez-vous » ? « Oh oui. Sa mère a un jour accusé le chat de Madame Price Ridley d'avoir volé de la crème. Cela a causé un véritable scandale. Il n'aime pas qu'on se moque de lui. Et ce genre d'homme peut devenir dangereux lorsqu'on les ridiculise. » Craddock griffonna dans son carnet. « Je vais lui parler. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Faites-le, mais avec douceur. L'orgueil est facilement blessé. » Alors qu'ils se retournaient vers la porte du cottage, un léger bruit se fit entendre à l'intérieur, comme si quelque chose était tombé. Craddock entra, la lampe à la main. Sur le sol gisait un morceau de verre, petit et incurvé, scintillant comme une larme. Mademoiselle Marple se baissa pour le ramasser. Le bord était net, tranchant, et provenait sans aucun doute d'un miroir. Elle le posa sur la table à côté des croquis, le regard distant. « Parfois, dit-elle, la vérité se brise avant que nous osions la regarder en face. » L'inspecteur Craddock tourna légèrement la lampe, dont la lumière frappa le fragment posé sur la table jusqu'à ce qu'il s'illumine d'un éclat soudain. Le petit morceau de miroir semblait fixer ses observateurs d'un regard accusateur. Les yeux de Mademoiselle Marple s'attardèrent un instant, puis se déplacèrent vers la fenêtre où la pluie s'était transformée en une fine bruine. Le village au-delà était désormais désert, à l'exception de quelques lanternes qui se balançaient au gré du vent et du murmure faible et persistant des commérages qui se propageaient de maison en maison. « C'est étrange, » dit Craddock en baissant la lampe. « Le miroir de la foire n'est pas cassé, mais celui-ci correspond exactement à son verre. Je l'ai fait mesurer. » Mademoiselle Marple acquiesça faiblement. Cela suggère soit une copie, soit un morceau remplacé à un moment donné. Les choses changent souvent sans que les gens s'en aperçoivent. Ces mots semblaient flotter dans l'air comme la dernière note d'un hymne. Craddock se frotta le menton. « Nous allons bien sûr rechercher des empreintes. Mais avec ce temps, je pense que la pluie a déjà fait le travail pour nous. » Il se dirigea vers la porte, s'arrêtant lorsque son regard se posa sur l'un des portraits, celui de Madame Bantry. Étrange ressemblance. Elle l'a fait paraître à la fois 20 ans plus jeune et plutôt coupable. Mademoiselle Lennox voyait au-delà des apparences, dit Mademoiselle Marple.
ce qui n'est jamais un don agréable. J'imagine qu'on ne l'a pas remercié pour cela. Cradock marqua son accord d'un grognement, puis se tourna vers elle. « Je vais faire enfermer le constable ici. Vous avez l'œil pour repérer les bizarreries humaines, mademoiselle Marple. Que pensez-vous de cette madame Célina? Certains disent qu'elle n'est pas du coin. »« Oh, en effet, » répondit mademoiselle Marple en ramassant son châle. « D'après ce que j'ai entendu, elle n'est arrivée que la semaine dernière. Elle prétend venir du Devon, mais son accent londonien transparaît dans ses voyelles. Il est souvent plus facile de deviner d'où les gens souhaitent venir que d'où ils viennent réellement. Ils sortirent dans la rue, où l'air sentait les feuilles humides et les bougies éteintes. La ruelle scintillait sous les lampadaires, chaque flaque d'eau reflétant à sa manière le monde. Mademoiselle Marple regarda son propre reflet onduler dans l'eau, gris, diminué, mais reconnaissable. Les apparences, pensa-t-elle, étaient si obligeamment trompeuses. Lorsqu'ils arrivèrent à la porte du presbytère, Madame Bantry les attendait déjà, le visage empreint d'une expression mêlant à parts égales l'inquiétude et la curiosité. « Jane, inspecteur, vous avez bien sûr entendu ce qu'on raconte ?»« Sans aucun doute, » répondit mademoiselle Marple d'un ton doux. « Mais je préfère entendre les rumeurs à la source avant qu'elles ne prennent trop d'ampleur. » Madame Bantry baissa la voix. « On dit que mademoiselle Lennox a été vue hier après-midi en train de se disputer avec Ned Archer, près de la Tentaté, juste avant que la pluie ne commence. Quelque chose à propos d'une lettre. » Cradock fronça les sourcils. « Qui prétend avoir vu cela ?»« Madame Hartnell, bien sûr, » répondit Madame Bantry. « Elle voit tout ce qu'elle ne devrait pas voir. Elle jure avoir entendu des voix s'élever. Madame Hartnell a aussi déjà confondu un épouvantail avec un cambrioleur, » lui rappela Cradock d'un ton sec. Mademoiselle Marple sourit. « Même un épouvantail peut être le signe d'un problème. Inspecteur. » Ils remercièrent Madame Bantry et continuèrent leur chemin vers la petite maison d'Archer, au bord du parc. Une lumière brillait à l'intérieur, vacillant de manière irrégulière, comme si elle hésitait entre se révéler ou se cacher. Cradock frappa à la porte et après un moment, celle-ci s'ouvrit pour laisser apparaître Ned Archer-Tall, large d'épaules et visiblement mal à l'aise. Il sentait légèrement l'huile de moteur et la laine humide. « Bonsoir, inspecteur, » dit-il avec méfiance. « Si c'est au sujet de la foire, je n'ai rien à ajouter. J'ai déjà fait ma déposition. Il s'agit plutôt d'un complément d'enquête, » répondit Cradock d'un ton détendu. « Pouvons-nous entrer ?» L'homme hésita, puis s'écarta. La maison était bien rangée, mais cette propreté semblait récente, imposée plutôt qu'habituelle. Miss Marple remarqua la fine couche de poussière sur une table où quelque chose avait dû se trouver auparavant. Un petit cadre peut-être, et l'odeur de savon qui persistait de manière trop délibérée. Elle s'assit tranquillement tandis que Cradock commençait ses questions. « Vous connaissiez assez bien mademoiselle Lennox, si j'ai bien compris. »« Je la connaissais de vue, » répondit Archer. « Elle était amicale avec tout le monde. Une artiste, vous savez, toujours en train de dessiner, de parler de couleurs et de lumière. » Ça ne voulait rien dire. Le ton de Cradock resta décontracté. « Et aucune dispute hier, aucune lettre ?» Les yeux d'Archer clignèrent brièvement. « Aucune dispute, et je ne reçois pas de lettre. » Mademoiselle Marple prit alors la parole, doucement. « Cela doit être très solitaire, monsieur Archer. Un jeune homme sans correspondance. Pourtant, j'ose dire que vous en avez écrit quelques-unes vous-même, de temps en temps, ne serait-ce que pour vous exercer. » Il la regarda vivement, puis esquissa un sourire. « Je ne peux pas dire que je sois un grand écrivain, mademoiselle. »« Je m'en doute, » dit-elle gentiment. « Mais on apprend beaucoup de ce que les gens ne parviennent pas à écrire. » Cradock intervint avant qu'Archer n'ait le temps de répondre, lui posant quelques questions de routine sur ses allées et venues pendant l'après-midi. Les réponses fusèrent, mais elles étaient un peu trop parfaites.
comme une histoire répétée devant un miroir. Lorsqu'ils ressortirent enfin dans la nuit humide, l'inspecteur poussa un soupir. Il y a quelque chose qui cloche chez lui, mais je ne saurais dire quoi. La culpabilité et l'innocence, dit mademoiselle Marple, ont souvent la même expression, jusqu'à ce que l'on se lasse du spectacle. Ils marchèrent en silence pendant un moment, les lampadaires au-dessus d'eux, se balançant dans le vent. Au loin, la fête foraine semblait fantomatique, des stands vides, des banderoles pâles accrochées à des poteaux, et le miroir qui brillait encore faiblement au clair de lune, oublié dans la tente. Cradock suivit son regard. « Nous ferons transporter ce miroir au poste demain. »« Peut-être, » murmura mademoiselle Marple, « qu'il montrera quelque chose une fois loin de tous ces regards. » L'horloge de l'église sonna 9 heures. Une fine brume s'insinuait depuis la prairie, brouillant les contours et rendant chaque forme familière incertaine. Mademoiselle Marple sentait le village respirer difficilement dans son sommeil, les portes verrouillées plutôt que d'habitude, les rideaux tirés, comme si la respectabilité elle-même craignait la contamination. Quelque part, un chien aboya une fois, puis se tut. Devant son portail, mademoiselle Marple s'arrêta. « Vous allez avoir une nuit chargée, inspecteur. » Il acquiesça d'un air sombre. « Nous fouillerons le bois derrière l'étang dès l'aube. »« Faites-le, dit-elle, même si je soupçonne que vous ne trouverez pas ce que vous espérez. » Cradock la regarda d'un air perçant. « Vous avez déjà une idée ? » ?»« Seulement une impression, » répondit-elle. Comme un reflet que l'on aperçoit sans pouvoir encore le nommer. Quand il partit, elle s'attarda un moment près de l'allée de son jardin, écoutant le bruissement lointain des saules et le faible bourdonnement de l'électricité dans les fils du village. Le monde semblait trembler entre vérité et illusion. Puis, alors qu'elle se retournait pour rentrer, elle remarqua quelque chose qui brillait près de son rosier. Un petit rectangle de carton, humide mais lisible. C'était un talon de billet de la tombola de la foire, dont le numéro était effacé, mais les mots imprimés étaient encore lisibles. Prix, miroir à main, cadre argenté. Les yeux de mademoiselle Marple se levèrent vers la verdure, où la silhouette de la tente artisanale se dessinait faiblement à travers la brume. Le reflet du billet humide capta une autre lueur lorsque mademoiselle Marple se baissa pour le ramasser, le papier mou entre ses doigts. Elle le tint sous la lampe de son porche, observant comment l'humidité faisait légèrement scintiller l'encre, comme si elle hésitait à révéler sa signification. Une tombola pour un miroir à main à cadre argenté, comme c'était curieux, alors que la plus grande attraction de la foire était un miroir presque identique. La coïncidence semblait trop parfaite pour être confortable. À l'intérieur, elle posa le billet à côté de sa tasse de thé et écouta le faible crépitement de la pluie contre les vitres. Du parc, des voix lui parvenaient faiblement, un agent de police donnant des ordres, le cliquetis métallique d'un portail qui se fermait. Le village s'enfermait dans le silence. Mademoiselle Marple resta assise longtemps, l'air calme, mais ses doigts tambourinaient doucement sur la coudoir de son fauteuil, comme un métronome marquant le rythme de ses pensées. Elle ne se leva que lorsqu'un coup sec retentit à sa porte. Lorsqu'elle l'ouvrit, Madame Price Ridley se tenait debout dans la brume, son parapluie dégoulinant avec indignation. « Ma chère mademoiselle Marple, je n'aime pas m'imposer, mais on entend des choses terribles, et le vicaire dit que nous devons tous être courageux, mais on peut difficilement être courageux sans être informé. »« Entrez, » dit mademoiselle Marple sereinement, en la conduisant vers la cheminée. Un peu de chaleur apaise souvent mieux les nerfs que l'information. Madame Price Ridley accepta le thé, mais pas le réconfort. On dit que ce miroir était maudit. C'est ce que Madame Selina a dit à la jeune Lennox, et vous savez à quel point ces jeunes femmes sont impressionnables. Les artistes, ils voient toujours ce qui n'existe pas. Mon cousin à Bath
avait autrefois un tempérament artistique et a dû être envoyée à Torquay. Mademoiselle Marple sourit gentiment. L'imagination peut être gênante, mais elle n'est pas contagieuse, je vous l'assure. Madame Price Ridley se pencha en avant et baissa la voix. Entre nous, ma mademoiselle Marple, on dit que ce miroir a été acheté avec de l'argent mal acquis. Un gentleman de Tunbridge Wells est mort subitement après l'avoir vendu. Une crise cardiaque, d'après les journaux. On ne sait jamais ce qui se cache derrière ce genre de choses. Mademoiselle Marple inclina la tête, l'air pensif. En effet, on ne sait jamais. Et pourtant, parfois, le mal se cache dans des circonstances tout à fait ordinaires. Un parapluie emprunté, un nom emprunté, voire une histoire empruntée. Madame Price Ridley cligna des yeux, ne sachant pas si elle avait été approuvée ou contredite. « Eh bien, j'ai pensé que vous deviez le savoir. On dit que vous avez conseillé l'inspecteur. Dites-lui de ne pas négliger l'aspect spirituel de l'affaire. Il existe des forces que nous ne comprenons pas. » Une fois qu'elle fut partie, mademoiselle Marple regarda les flaques s'assombrir là où son parapluie avait goûté. « Des forces que nous ne comprenons pas, » murmura-t-elle. « Oui, mais souvent, elles ont des visages familiers. Le lendemain matin, le temps était clair et lumineux, comme si la pluie de la nuit avait lavé le monde à fond. Pourtant, le sentiment de malaise persistait, comme un parfum dans l'air. La fête foraine était en train d'être démontée, ses couleurs gaies ternies, ses rires déjà à moitié oubliés. L'inspecteur Craddock, chapeau à la main, parlait au recteur près de l'étang. Mademoiselle Marple s'approcha avec sa grâce habituelle. « Pas de chance dans les bois, je suppose, » dit-elle. « Aucune, » admit Craddock. « Nous avons trouvé quelques empreintes de pas, toutes floues, et quelque chose d'étrange. Une trace qui s'arrête à mi-chemin de la prairie, comme si celui qui l'avait laissée avait tout simplement cessé d'exister. » Mademoiselle Marple le regarda avec douceur. « Les gens font souvent cela, en quelque sorte. Ils disparaissent dès que la vérité les touche. » L'inspecteur lui lança un regard mêlé de respect et d'impatience. « Je me contenterai d'une piste solide. On dit maintenant que le marionnettiste aurait quitté le village en train. » Miss Marple secoua la tête. « J'en doute. Un homme qui part volontairement n'abandonne pas ses outils de travail dans une flaque d'eau. » Craddock soupira. « Alors, il ne nous reste que des conjectures. »« Pas tout à fait, » dit-elle en sortant le billet de tombola humide de son réticule. « J'ai trouvé ça près de ma porte hier soir. » Il fronça les sourcils en le prenant avec précaution. « Prix, miroir à main, cadre en argent. C'est l'un des lots de la tombola de Madame Bantry. Elle m'a parlé d'un carnet de billets manquant quand je lui ai parlé. » Le regard de mademoiselle Marple se porta vers le clocher de l'église qui brillait au-dessus des toits. Curieux, n'est-ce pas, comme les objets voyagent plus loin que ce que les gens imaginent. Surtout les miroirs. Ils reflètent tous les visages qui les regardent, qu'ils soient honnêtes ou non. Craddock observa son visage. « Vous pensez que cela a un rapport avec la disparition de mademoiselle Lennox ? Je pense, dit-elle doucement, que les miroirs sont des témoins commodes et des secrets dangereux. » Ils marchèrent ensemble vers la salle paroissiale, où les prix restants de la tombola étaient en train d'être comptés. Madame Bantry se tenait debout devant un grand livre, feuilletant les pages humides. « Oh, Jane, inspecteur, vous avez entendu la dernière nouvelle, je suppose. La voyante a disparu. Elle s'est volatilisée pendant la nuit. Elle aurait démonté sa tente elle-même et pris le premier bus pour Market Shadwell. » Craddock haussa les sourcils. « Vraiment ? Sans prévenir personne ? » « Elle a laissé ses cartes, » dit Madame Bantry en sortant de sa poche une petite carte de visite au bord doré. « Plutôt théâtrale, vous ne trouvez pas ? Madame Selina. Vision du cœur, secret de l'âme. Mais j'ose dire qu'elle connaissait plus de secrets qu'il n'était bon pour elle. » Mademoiselle Marple examina la carte. Le bord était
taché d'une substance bleuâtre, peut-être du pigment ou de l'encre. « Mademoiselle Lennox a-t-elle déjà posé pour elle ?» demanda-t-elle. « Oh, bien sûr, » répondit Madame Bantry. « Plusieurs fois, je crois. » Madame Selina disait que la jeune fille avait une aura de révélation. Je ne sais pas ce que cela signifie. Peut-être, dit Mademoiselle Marple, qu'elle voyait trop de choses. Cradock mit la carte dans sa poche. Nous allons lancer un avis de recherche, mais je soupçonne qu'elle est plus une nuisance qu'une criminelle. Mademoiselle Marple acquiesça légèrement. La criminalité, inspecteur, est souvent une question de degré plutôt que de malhonnêteté. On commence par simuler une vision et on finit par cacher un cadavre. Cette remarque lui valut un regard à la fois surpris et admiratif. Elle sourit faiblement et se tourna vers la fenêtre, où la lumière du soleil tombait sur les tables, dorant les tasses à thé et les banderoles comme si rien d'effrayant ne pouvait exister dans une telle lumière. Pourtant, le reflet sur la vitre attira son attention. Le visage de Madame Price Ridley semblait étrangement déformé, allongé par l'angle. Son expression était dure et inflexible. Cela rappela à Mademoiselle Marple que même la lumière du jour la plus pure pouvait mentir. Dehors, la cloche de l'église se mit à sonner midi, chaque note claire comme une confession. Les villageois allaient bientôt s'y rassembler, murmurant leurs prières et leurs spéculations à parts égales. Cradock redressa les épaules. « Nous parlerons au recteur après le service. Et peut-être, mademoiselle Marple, voudriez-vous vous joindre à nous ?»« Avec plaisir, » répondit-elle. « Je trouve que le Tout-Puissant tolère souvent les petites enquêtes. » Alors qu'elle quittait le hall, l'écho de la cloche la suivit à travers la pelouse. Le miroir dans la tente artisanale était toujours à sa place, à moitié recouvert d'une bâche, le bord de son cadre argenté captant la lumière. Pendant un instant, elle crut voir une légère marque dessus, quelque chose qui aurait pu être une empreinte digitale ou une tache en forme de larme. Un léger souffle de vent agita la bâche qui recouvrait le miroir, et pendant un instant, celui-ci sembla frémir, comme si quelque chose en dessous respirait. Mademoiselle Marple resta immobile, le soleil brillant sur son visage, ses pensées plus calmes que les feuilles qui murmuraient dans la verdure. Le champ de foire était presque vide à présent. Seuls quelques ouvriers restaient, pliant les toiles, empilant les tréteaux. La respectabilité reprenait ses droits, un peu trop rapidement, comme pour cacher son propre malaise. L'inspecteur Cradock la rejoignit près de la tente, son carnet sous le bras. « Nous allons déplacer ce miroir dans la sacristie pour le mettre en sécurité, » dit-il, « jusqu'à ce que nous puissions le faire examiner. » Mademoiselle Marple acquiesça, une sage précaution. Les reflets peuvent être dangereux lorsqu'ils sont laissés sans surveillance. L'inspecteur haussa un sourcil, esquissant un sourire. « Vous le faites paraître vivant, mademoiselle Marple. »« Peut-être seulement au sens figuré, inspecteur ?» répondit-elle. « Mais dans un village, même les métaphores ont tendance à semer le trouble. » Alors que deux agents soulevaient le miroir, l'un d'eux glissa légèrement sur le sol humide. La couverture tomba un instant, et le verre refléta la lumière si brillamment qu'il semblait presque blanc. Pendant un moment, l'image réfléchie de mademoiselle Marple apparut à côté de l'agent, petite, stable et étrangement doublée, comme si son propre reflet l'observait avec une légère curiosité. Puis le tissu fut replacé et l'illusion disparut. L'attention de Cradock fut attirée par un mouvement près de la porte de l'église. « Voilà encore Archer », murmura-t-il. « Il tourne dans les parages depuis ce matin. Il dit qu'il est venu aider à nettoyer. » Mademoiselle Marple suivit son regard. Le jeune homme donnait effectivement un coup de main, mais il était agité. Chacun de ses gestes était trop vif, comme s'il cherchait à dissimuler son énergie nerveuse. Il s'arrêta pour parler à la femme du recteur, qui recula avec une politesse guindée, puis jeta un coup d'œil à mademoiselle Marple et détourna rapidement le regard.
Il ne semble pas à l'aise avec les femmes qui ont une certaine autorité, observa-t-elle. Ou avec les miroirs, dit Craddock d'un ton sec. Il ne s'en approchait pas. Ils se séparèrent sur les marches de l'église, l'inspecteur se dirigeant vers la sacristie tandis que mademoiselle Marple empruntait le chemin qui menait au jardin du presbytère. L'odeur de la terre humide et de la lavande se mêlait dans l'air, douce mais quelque peu inquiétante. Madame Bantry était déjà là, s'affairant autour d'un plateau de fleurs destiné à l'autel. « Jane », murmura-t-elle, comme si le jardin lui-même pouvait l'entendre. « Tu es au courant. Le recteur a trouvé quelque chose derrière l'orgue ce matin. Un gant, en soie, bleu, avec des taches de peinture. Ils pensent que c'est celui de mademoiselle Lennox. » Mademoiselle Marple se pencha sur les fleurs, l'air pensif. « Encore du bleu, dit-elle doucement. Cette teinte semble persistante. La couleur de la distance, Madame Bantry, belle à regarder, mais difficile à garder propre. » Madame Bantry eut l'air perplexe. « Vous ne voulez pas dire seulement que ce genre de taches s'enlève rarement, répondit mademoiselle Marple en arrangeant délicatement les tiges, que ce soit sur le tissu ou sur la conscience. » À ce moment-là, le recteur apparut, grave mais calme. « Nous avons décidé d'organiser un petit office ce soir, dit-il. Plus pour le réconfort que pour la formalité. Le village est inquiet. C'est très gentil, dit mademoiselle Marple. Quand les gens ont peur, ils recherchent souvent la piété plutôt que la vérité. Cela les rassure. » Le recteur cligna des yeux, ne sachant pas s'il devait approuver, puis se retira à l'intérieur. Madame Bantry poussa un soupir. « Parfois, Jane, je crois vraiment que tu prends plaisir à déstabiliser les gens. »« Oh, pas prendre plaisir, cher observeur, » dit Miss Marple en souriant faiblement. « Il y a une différence. » Alors qu'ils retournaient vers la pelouse, un cri aigu retentit, provenant de la voix de la femme qui chantait l'aria, plus surpris qu'effrayé. Il venait de l'école, où les policiers avaient transporté le miroir un peu plus tôt. Miss Marple accéléra le pas. Dans le couloir étroit, la lumière tombait en biais sur le miroir, qui était maintenant appuyé contre le mur, à découvert. Madame Price Ridley se tenait devant lui, la main sur la gorge. « Oh, mademoiselle Marple, cela m'a terriblement effrayée. Pendant un instant, j'ai pensé. Eh bien, je ne sais pas ce que j'ai pensé, mais il y avait quelque chose dedans. Pas moi. Quelque chose d'autre. » Miss Marple regarda le miroir avec un intérêt modéré. L'imagination, chère Madame Price Ridley, est une complice très efficace. Elle résiste rarement à l'occasion de se confesser à la place de quelqu'un d'autre. Madame Price Ridley se hérissa. « Je vous assure que je n'ai rien à confesser. »« Bien sûr que non, » dit Miss Marple d'un ton apaisant. « Mais peut-être que le miroir pense le contraire. » Craddock entra alors, fronçant les sourcils. « C'est quoi tout ce bruit ?» Madame Price Ridley s'éloigna précipitamment, marmonnant quelque chose à propos de ses nerfs. Mademoiselle Marple fit un geste vers le miroir. « Vous devriez le couvrir quand vous ne l'utilisez pas. Il semble inspirer plus de réflexion que ce qui est sain. » Il la regarda attentivement. « Vous pensez qu'il y a un lien entre cela et ces disparitions ? Je pense que le miroir a été utilisé pour détourner l'attention. » dit-elle, les yeux toujours fixés sur le verre. « Les gens voient ça à ce qu'ils s'attendent à voir. Parfois, c'est tout ce dont un coupable a besoin. » Craddock prit note, mais son expression restait sceptique. « Et qu'en est-il de cette affaire de Madame Célina ? Nous l'avons retrouvée dans une pension à Market Shadwell. Elle s'est enregistrée sous son vrai nom, Dorothy Crane. »« Crane ?» Mademoiselle Marple répéta pensivement. « Un oiseau qui vole au-dessus de l'eau mais niche près des miroirs. Très approprié. » Il sourit tristement. « Vous parlez encore par énigme. »« Seulement par réflexion, » dit-elle. « Cela aide à réfléchir. » En fin d'après-midi, les nuages se rassemblèrent à nouveau, et le village s'installa dans le calme étrange et creux qui suit souvent l'excitation. Les stands de la foire avaient disparu.
mais les marques de leurs poteaux restaient visibles, formant des cercles sombres dans l'herbe. Les enfants les évitaient instinctivement, comme si marcher dessus pouvait attirer le malheur. Mademoiselle Marple s'arrêta devant l'une de ces marques, regardant vers l'étang où une ondulation troublait la surface. L'eau, si calme auparavant, frémissait maintenant légèrement, comme effleurée par un murmure. Derrière elle, la cloche de l'église commença à sonner le soir, d'un son doux et apaisant. Pourtant, sous cette douceur, il y avait une autre vibration faible et tendue, comme du verre sous pression. Les yeux de mademoiselle Marple se tournèrent vers l'école où le miroir attendait, captant les derniers rayons du soleil. Quelque chose d'invisible vacilla à sa surface, une ombre, ou peut-être seulement le reflet d'un nuage qui passait. Les apparences, murmura-t-elle, deviennent très ambitieuses à St. Mary Mead. Le faible scintillement sur le verre se dissipa à mesure que le crépuscule s'épaississait et le village sembla expirer. Les lampes s'allumèrent une à une dans les cottages, comme si la routine pouvait apporter un sentiment de sécurité. Mademoiselle Marple s'attarda sur le chemin entre l'école et l'étang, son parapluie tapotant doucement son poignet. Chaque pas semblait imprégné de réflexion, non pas de l'eau ou du verre, mais de pensée. L'air sentait légèrement la pluie et le vernis, et quelque part, une porte se ferma avec le soin délibéré de quelqu'un qui ne voulait pas être entendu. Elle vit l'inspecteur Craddock sortir de la sacristie, sa silhouette se découpant dans la lumière de la lampe. « Nous avons déplacé le miroir dans le hall, » dit-il doucement. Trop de villageois venaient le regarder. La superstition se propage plus vite que le bon sens. Miss Marple le rejoignit sans se presser. La curiosité est une forme de peur, inspecteur. On ne regarde longtemps dans un miroir que lorsqu'on soupçonne que quelque chose va nous regarder en retour. Il eut un petit rire. « Et qu'espériez-vous voir ?»« Oh, pas soi-même, » dit-elle doucement. Personne ne regarde dans le miroir pour trouver la vérité, seulement pour se rassurer. Ils marchèrent ensemble vers la pelouse. L'herbe scintillait faiblement, parsemée des restes de la fête foraine, une rosette en papier abandonnée, une cheville en bois provenant du stand de jeu de gobelets. « Le village a pris parti, » dit Craddock. « La moitié pense que mademoiselle Lennox s'est enfuie avec le marionnettiste. L'autre moitié pense que le miroir l'a rendue folle. »« Et quelle moitié a tort ?» demanda mademoiselle Marple. Il hésita. « Les deux, probablement. » Ils arrivèrent à la porte du presbytère, où madame Bantry se tenait sous le réverbère, comme une sentinelle anxieuse. « Jane, inspecteur, vous allez me trouver ridicule, mais je viens de voir quelque chose d'effrayant. » Dans la fenêtre du hall, pendant que la cloche sonnait, une silhouette, claire comme le jour. Je jurerais que c'était mademoiselle Lennox elle-même. La voix de mademoiselle Marple était calme. Souriait-elle, ma chère? Madame Bantry cligna des yeux. Je ne saurais le dire. Seulement qu'elle bougeait, puis qu'elle n'était plus là. L'expression de Craddock se durcit. Nous allons fouiller à nouveau le hall. À l'intérieur, le hall du presbytère était sombre, son mobilier familier transformé en silhouette par la lumière vacillante de la lampe. Le miroir était appuyé contre le mur du fond, désormais découvert, son cadre terni par l'humidité. L'air transportait une légère odeur métallique, comme si la pluie elle-même s'était infiltrée dans le verre. Mademoiselle Marple s'approcha lentement, son reflet s'épanouissant à côté des deux silhouettes de Craddock, auréolées d'une lumière incertaine. « Étrange, » murmura-t-elle. « Il semble avoir plus de profondeur qu'auparavant. » L'inspecteur s'accroupit pour examiner le plancher. « Des empreintes, » dit-il. « Des empreintes nues. Peut-être celles d'une femme. » Mademoiselle Marple s'agenouilla à côté de lui, les doigts suspendus juste au-dessus des marques. « Elles mènent vers la porte de la sacristie, » dit-elle, « mais elles ne repartent pas. » Il se redressa et scruta les ombres.
Nous avons vérifié la sacristie 2 fois. Il n'y a rien d'autre que des livres de cantiques et de la poussière. Même la poussière cache des histoires, dit-elle doucement. Mais les histoires peuvent être empruntées aussi facilement que les noms. Son regard se posa sur le bureau près de la fenêtre, où une fine couche d'humidité s'était formée sur les vitres. Quelqu'un avait tracé une ligne, comme un doigt testant la réalité. Cela lui donna un petit frisson, mais elle ne le montra pas. Cradock traversa le couloir. « Nous posterons un agent ici pendant la nuit. Je ne veux pas que les villageois inventent des fantômes. Peut-être que le fantôme a été invité, dit mademoiselle Marple d'un air distrait. Certaines personnes trouvent que les miroirs rassurants lorsque la culpabilité les empêche de dormir. L'inspecteur la regarda d'un air sévère. Vous pensez que nous avons affaire à de la culpabilité et non à de la peur? Ils partagent souvent le même lit, dit-elle simplement. Plus tard, lorsque les recherches furent terminées et le hall sécurisé, mademoiselle Marple refusa que Cradock la raccompagne chez elle. « Je connais mon chemin dans l'obscurité, » dit-elle, et elle le pensait dans plus d'un sens. Elle prit le chemin le plus long qui passait par l'étang, où le clair de lune effleurait la surface en ruban pâle. Près des roseaux, quelque chose attira son regard, un éclat de couleur. S'agenouillant, elle trouva une petite enveloppe à moitié enfouie dans la boue, le papier ramolli par l'eau, mais le sceau encore légèrement visible, une empreinte de cire représentant un cygne en vol. Elle la tint sous sa lampe et put distinguer l'écriture inclinée, élégante, indéniablement féminine. Pour Ned. Pas de nom de famille, pas d'adresse. Le rabat s'ouvrit facilement et à l'intérieur se trouvait un morceau de papier à dessin plié. Les traits de crayon avaient découlé à cause de l'humidité, mais on pouvait encore distinguer 2 silhouettes, peut-être au bord de l'étang. L'une grande, l'autre petite, et entre elles une courbe d'ombre qui pouvait être l'arc d'un miroir ou la forme du rideau d'une marionnette. Mademoiselle Marple remit soigneusement le papier à sa place, l'air pensif. Le cachet en forme de cygne lui restait à l'esprit. Gracieux, détaché et, comme certains, villageois, trop fier pour salir ses plumes, là où il se nourrissait. Elle retourna au cottage, où l'horloge sonna doucement lorsqu'elle entra. Les roses devant sa fenêtre avaient commencé à se faner sous leur propre parfum. Elle posa l'enveloppe sur son bureau et regarda la lumière de la lampe glisser sur sa surface humide. L'empreinte du cygne semblait trembler dans la lueur, ses ailes déployées comme s'il s'apprêtait à s'envoler. « Pauvre fille !» murmura-t-elle. « Essayer de s'élever au-dessus de la boue fait toujours remarquer ce qui se trouve en dessous. » Son regard se posa sur la cheminée, où son petit miroir à main était posé à côté d'un vase de lavande. Dans son reflet, elle ne voyait que la lumière de la lampe et, faiblement, la lueur du sceau du cygne. Pendant un instant, quelque chose remua derrière ce reflet, peut-être un mouvement de la flamme, peut-être rien du tout. Mais cela suffit pour qu'elle se penche légèrement en avant, le regard aiguisé, attentive. De l'extérieur venait le bruit de pas sur le gravier, mesuré, prudent, s'arrêtant une fois comme pour écouter. Puis le silence. Mademoiselle Marple resta parfaitement immobile, la main suspendue au-dessus de l'interrupteur de la lampe. « Comme c'est curieux », murmura-t-elle. Certains reflets se déplacent lorsque le verre est vide. Le calme à l'extérieur de sa fenêtre se transforma en une sorte de silence attentif, celui qui rend conscient de ses propres battements de cœur. Mademoiselle Marple garda les yeux fixés sur le miroir de la cheminée, attendant. Une vibration infime traversa l'air, comme si quelqu'un avait effleuré le loquet du portail. Puis vint le léger frottement de chaussures sur le gravier, lent, délibéré et sans hâte, comme celui d'une personne sûre de ne pas être observée. Sans allumer d'autres lampes, elle traversa la pièce jusqu'à la fenêtre et regarda à travers le rideau de dentelle. La lune était basse, son reflet tremblant dans les flaques d'eau le long du chemin. Une silhouette se déplaçait derrière la haie, anguleuse,
portant ce qui pouvait être une lanterne ou une petite boîte. Elle s'arrêta, sembla regarder vers sa maison, puis se retourna et se dirigea vers le chemin menant à la pelouse. La bouche de mademoiselle Marple se crispa légèrement. « Qui donc, murmura-t-elle, se promène à cette heure de la nuit avec des intentions si mal dissimulées ?» Elle prit son châle et sortit discrètement par la porte arrière. L'air était humide et embaumait les herbes écrasées de sa bordure. Elle avançait avec la prudence de quelqu'un qui a déjà marché au clair de lune, d'un pas léger mais assuré. Depuis le virage de la ruelle, elle aperçut à nouveau la silhouette qui franchissait maintenant le portail du cimetière. La lueur qu'elle avait prise pour une lanterne était désormais plus claire. Ce n'était pas une lumière, mais un reflet rectangulaire, celui de la lune sur du verre. Le miroir, elle le suivit à distance. La silhouette, inconsciente d'être suivie, contourna l'église et se dirigea vers la porte de la sacristie. Une clé gratta faiblement dans la serrure, puis l'ombre se glissa à l'intérieur. Mademoiselle Marple s'approcha du mur du cimetière et attendit, retenant son souffle dans l'air frais. Quelques instants plus tard, une faible lueur apparut à travers la fenêtre de la sacristie. Elle réfléchit à ses options. Elle savait que l'âge rendait la discrétion moins une question de vitesse que de timing. Lorsqu'un léger bruit de mouvement se fit entendre à l'intérieur, elle traversa le chemin et se colla contre la porte, à l'écoute. Un tiroir s'ouvrit. Du papier bruissa. Puis, un murmure, faible, tendu, mais indubitablement masculin. « Tu n'aurais pas dû faire ça? Pourquoi n'as-tu pas pu laisser tomber ?» Une autre voix répondit à celle de la femme, basse et tremblante. « Tu as dit que personne ne le découvrirait. Tu l'as promis. » La main de mademoiselle Marple se posa sur le loquet, mais elle attendit. L'homme parla à nouveau, d'un ton plus sec. « S'ils fouillent à nouveau ce miroir, ils le trouveront. Ce n'est pas sûr ici. Je t'ai dit que je l'avais brûlé. Alors pourquoi ?» Ces mots s'interrompirent dans un son étouffé, mi-halètement, mi-protestation. Une chaise tomba. Il y eut un moment d'agitation frénétique, un cliquetis sec de verre contre la pierre, puis le silence. Mademoiselle Marple recula juste au moment où la porte de la sacristie s'ouvrait. Une silhouette se précipita dehors, la tête baissée, le col de son manteau relevé. Au clair de lune, elle ne vit que le reflet rapide d'une écharpe pâle, peut-être, et l'éclat de quelque chose de petit dans la main de la personne. La silhouette courut le long du mur et disparut dans les arbres, au-delà du cimetière. Elle entra. La sacristie sentait légèrement la cire de bougie et quelque chose d'âcre, peut-être de l'encre ou de l'alcool. Une lampe gisait renversée près du bureau, sa flamme éteinte. Sur le sol à côté, un petit fermoir métallique brillait à la lumière qui filtrait à travers la fenêtre. Mademoiselle Marple se pencha pour l'inspecter. C'était un fermoir en laiton provenant d'un carnet de croquis, légèrement tordu, dont le bord était noirci. Elle le posa soigneusement sur le bureau et regarda autour d'elle. Le miroir était à nouveau appuyé contre le mur du fond, sans rien devant. Mais sa surface était désormais fissurée, une fine ligne parcourant le miroir de haut en bas comme un éclair figé. La fracture déformait son reflet en deux moitiés, l'une tranquille, l'autre légèrement moqueuse. Elle se redressa, le visage impassible. « Même le verre, dit-elle doucement, a une conscience. » Un bruit se fit entendre depuis l'entrée. L'inspecteur Craddock se tenait là, son manteau sur les épaules, l'air fatigué. « Mademoiselle Marple, je pensais que vous étiez chez vous. »« Je l'étais, » dit-elle, jusqu'à ce que ma curiosité m'interrompe. Elle fit un geste vers le miroir fissuré. Je crois que quelqu'un d'autre partage ce vice. Il s'approcha, observant la scène. « Encore une effraction, » marmonna-t-il. « Je vais devoir réveiller le constable. » Il plissa les yeux,
en regardant le fermoir. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une partie d'un carnet de croquis, je pense, » dit-elle. « Il appartenait peut-être à mademoiselle Lennox. » Craddock expira par le nez. « Nous avons déjà fouillé son cottage 2 fois. »« Oui, » dit mademoiselle Marple, mais pas sa conscience. « Je pense qu'elle révélerait un portrait beaucoup plus précis de cette affaire. » Il lui lança un regard patient, mi-amusé, mi-exaspéré. « Vous voulez dire que vous pensez qu'elle est en vie ? » ?»« Je veux dire, » dit-elle doucement, « que je pense qu'elle n'a pas encore fini. » Craddock fronça les sourcils, puis se baissa pour examiner le verre fissuré. « Vous avez dit avoir vu quelqu'un ? 2 personnes étaient ici avant le bruit. Puis l'une d'elles s'est enfuie. J'imagine que l'autre est partie de manière moins visible. » Son ton était si posé qu'il lui fallut un moment pour en saisir la portée. « Vous voulez dire ?» Elle jeta un coup d'œil vers le coin le plus éloigné, où l'ombre s'épaississait autour de la base du bureau. Là, à moitié caché par la lampe tombée, quelque chose de pâle dépassait. Une main, petite, délicate et immobile. Le visage de Craddock se durcit lorsqu'il s'agenouilla à côté. « Que Dieu nous vienne en aide !» murmura-t-il. « C'est une femme. » Les yeux de mademoiselle Marple restèrent fixés sur le miroir. « Combien de fois ?» dit-elle, le reflet d'une personne lui survit-il. Craddock se leva, sombre. « Nous devons l'identifier. Serait-ce madame Célina ? » « Peut-être, » murmura mademoiselle Marple. « Mais j'imagine que la vraie madame Célina s'est produite sous plusieurs noms ces derniers temps. » Il cligna des yeux. « Vous pensez que ce n'est pas elle ? Je pense que le village, » dit mademoiselle Marple, « a regardé le mauvais visage depuis le début. » Dehors, une rafale de vent fit vibrer les vitres. Le miroir fissuré trembla dans son cadre, captant un rayon de lune qui scintilla sur la joue de la femme morte comme un dernier sourire moqueur. Le miroir fissuré tremblait encore légèrement lorsque l'inspecteur Craddock s'agenouilla à côté du corps. Le clair de lune était cruel, aplatissant les traits jusqu'à rendre la pitié et l'horreur indiscernables. Mademoiselle Marple, debout à quelques mètres de là, ne poussa pas de cri et ne détourna pas le regard. Elle se contenta d'observer avec cette attention sereine qui pouvait faire passer même une tragédie pour une simple affaire domestique. Les cheveux de la femme, presque noirs, étaient retenus par un peigne doré bon marché. Une trace de pigment bleu marquait son poignet. Craddock expira lentement. Pas de papier, pas de sac à main. Mais il leva les yeux vers la robe. « Vous voyez, mademoiselle Marple, ce n'est pas ce que portait madame Célina. Pas à la foire, en tout cas. » Les yeux de mademoiselle Marple passèrent du peigne au tissu. « Un costume, » dit-elle doucement. « Peut-être emprunté, peut-être rendu trop tard. » Le policier, pâle et nerveux, apparut dans l'embrasure de la porte. « Monsieur, dois-je aller chercher le docteur Haydock ?» Craddock acquiesça. « Et empêcher les villageois d'entrer. Personne n'entre sans mon autorisation. » Une fois le policier parti, il se tourna vers mademoiselle Marple. « Si ce n'est pas madame Célina, qui est-elle et pourquoi la cacher ici ?» Le regard de mademoiselle Marple s'attarda sur le miroir. La réponse dépend peut-être de l'identité qu'elle prétendait avoir. Certaines personnes disparaissent en changeant de nom, d'autres en changeant la vérité. Son regard s'adoucit. Cette pauvre créature a peut-être tenté les deux. Craddock se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, l'aube commençait à poindre, sa pâle lumière effleurant les pierres du cimetière comme une réflexion après coup. « Nous devrons faire venir quelqu'un pour l'identifier. Quelqu'un dans le village doit la connaître. »« Peut-être, » dit Miss Marple, bien que St. Mary Mead ait toujours été hospitalier envers les étrangers, il préfère oublier. Il eut un petit rire sans humour. « Vous pensez donc qu'elle fait partie des voyageurs honnêtes ? Ou quelqu'un qui souhaitait le paraître ?» répondit Miss Marple. « Le déguisement est un passe-temps très anglais, inspecteur. Il permet à la méchanceté de paraître respectable et à la respectabilité de détourner le regard. » Il fronça les sourcils. « Cette marque bleue,
De la peinture. Du pigment, dit-elle. Du bleu outre-mer, de la même teinte que les croquis de mademoiselle Lennox. Vous en trouverez des traces dans son atelier et, j'imagine, sur les gants que le recteur a trouvés derrière son orgue. Cradock la fixa du regard. Vous pensez que mademoiselle Lennox a peint cette femme? Mademoiselle Marple secoua la tête. Non, inspecteur. Je pense qu'elle a peint avec elle. L'idée flottait dans l'air comme de l'encens, capiteuse, incertaine. Cradock se frotta la nuque. Il y a quelque chose d'étrange dans toute cette affaire. Le marionnettiste disparaît, mademoiselle Lennox disparaît, et maintenant, une femme, quelle qu'elle soit, est retrouvée morte dans la sacristie d'une église. Le tout à moins d'1 kilomètre les uns des autres. L'étrange, dit mademoiselle Marple, n'est que le schéma que nous ne reconnaissons pas. Ils attendirent en silence jusqu'à l'arrivée du docteur Haydock, un homme vif, aux bottes boueuses, avec l'expression de quelqu'un qui a été trop souvent réveillé par les folies des autres. Il examina brièvement le corps, parlant par phrases sèches. Une femme, la trentaine, un coup à la tempe. Mort rapide, mais pas immédiate. Aucune blessure défensive. Celui qui l'a frappé savait comment s'y prendre. Cela pourrait-il être la chute du miroir? Demanda Cradock. Haydock ricana. Un miroir ne choisit pas ses victimes. Les yeux de mademoiselle Marple se posèrent sur lui. Non, mais son propriétaire pourrait le faire. Le médecin lui lança un regard ironique. Vous avez déjà une théorie, mademoiselle Marple? Juste les prémices d'une théorie, répondit-elle. Comme la broderie, il faut de la patience avant que le motif n'apparaisse. Après le départ de Haydock, Cradock recouvrit le corps d'un drap. Nous allons la faire transporter à l'infirmerie. Dès le lever du jour, j'interrogerai à nouveau tout le monde, en particulier Archer. Mademoiselle Marple ne dit rien, mais son regard était devenu distant, pensif. Elle s'approcha du miroir brisé. Dans le reflet fracturé, son propre visage était divisé en deux, d'un côté calme, de l'autre déformé, presque triste. Le miroir, pensa-t-elle, avait finalement cessé de tromper, il ne faisait que dire cruellement la vérité. Lorsque Cradock sortit pour donner des ordres, elle remarqua quelque chose qui brillait sous le bureau de la sacristie. Un petit carré de carton plié, à moitié trempé mais lisible, une autre carte de voyance de Madame Célina. Le passé revient sous une forme différente. Elle le posa sur la table, le lissant doucement. En effet, murmura-t-elle. Lorsque Cradock revint, le soleil s'était suffisamment levé pour peindre les bords de la fenêtre en or. Il avait l'air fatigué. Le policier dit avoir vu Archer quitter le Green peu après minuit. Il prétend qu'il rentrait chez lui à pied depuis le pub. Les hommes anxieux ont souvent besoin d'exercice, dit Miss Marple d'un ton doux, surtout lorsqu'ils fuient leur propre ombre. Il fronça les sourcils. Croyez-vous vraiment qu'il soit capable de cela? Je crois, dit-elle, que les hommes qui se sentent ridiculisés peuvent faire des choses très stupides. Et mademoiselle Lennox, je soupçonne, avait le don de blesser l'orgueil sans s'en rendre compte. Son ton était si doux que Cradock faillit ne pas comprendre l'implication. Vous pensez qu'il l'a tué? Oh, pas nécessairement. Les yeux de mademoiselle Marple rencontrèrent les siens. On peut détruire une personne sans la tuer. Parfois, le village finit le travail. Un léger mouvement à l'extérieur attira leur attention. Un garçon à vélo qui jetait des journaux devant les portes. La cloche du clocher de l'église sonna 6 heures et le son se propagea dans la brume. St. Mary Mead se réveillait à nouveau, respectable comme toujours, ses péchés soigneusement dissimulés dans la routine quotidienne. Cradock soupira. « Je vais devoir faire une annonce. Moins il y aura de rumeurs, mieux ce sera. » Mademoiselle Marple sourit gentiment. « Mon cher inspecteur, les rumeurs sont les seules choses qui prospèrent sans être cultivées. La répression est le meilleur engrais. » Il rit malgré lui. « Alors nous sommes condamnés. »
Elle le suivit jusqu'à la porte, l'air grave. Pas condamné, inspecteur. Mais observez, il y a une différence. Elle s'arrêta, jetant un coup d'œil au miroir fissuré. La fracture reflétait maintenant la lumière du soleil, transformant sa ligne en un scintillement qui ressemblait presque à un sourire ou à un avertissement. Alors qu'ils entraient dans le cimetière, un faible bruit résonna depuis l'étang derrière les arbres. Un lent craquement, comme du bois qui bouge sous l'eau. Cradock se retourna brusquement. Qu'est-ce que c'était? Mademoiselle Marple regarda vers le scintillement de la surface de l'étang. Peut-être, dit-elle, quelque chose qui refuse de rester enfoui. Le faible craquement se fit entendre à nouveau depuis l'étang, plus long cette fois, comme si un poids lent se déplaçait sous la surface. L'inspecteur Cradock marcha d'un pas rapide, ses bottes craquant sur l'herbe ramollie par le gel, tandis que mademoiselle Marple le suivait avec son calme habituel. La lumière matinale se répandait faiblement sur le cimetière, pâle comme du lait dilué, et une brume froide s'accrochait au sol. Elle brouillait les frontières entre les tombes et les haies, entre l'eau et l'air, entre la vérité et son reflet. Près du bord de l'étang, le policier se tenait debout, les yeux fixés sur les eaux peu profondes. « Monsieur, dit-il d'une voix étouffée, vous feriez mieux de regarder ici. » Quelque chose de pâle et d'anguleux dépassait juste au-dessus de la ligne de flottaison, du bois déformé et gonflé. Les restes de la cabane de Punch et Judy. La toile pendait mollement et était décolorée, sa peinture formant d'étranges motifs nouveaux, sous l'effet de l'humidité. Cradock s'accroupit à côté. « Les garçons ont fouillé cet endroit, dit-il d'un ton sec. Ce n'était pas là hier, et cela n'a pas pu flotter loin, murmura Miss Marple. L'eau garde rarement des secrets, elle ne fait que les retarder. Il lui jeta un regard en coin. « Vous pensez que quelqu'un l'a déplacé ? Déplacé ou remis à sa place, dit-elle doucement. La différence est morale, pas mécanique. » Avec précaution, le policier tira sur le cadre. La structure bougea, libérant une légère odeur de moisi et quelque chose de moins innocent. Un morceau de soie d'un bleu profond et sombre flottait dans l'air. Cradock l'attrapa avant qu'il ne tombe et le brandit. « Encore cette couleur, marmonna-t-il. Elle est partout dans cette affaire. » « Le bleu cache ce que le blanc révèle, » dit mademoiselle Marple. « C'est la couleur de la respectabilité qui tente de paraître modeste. » Son regard s'adoucit, et de la culpabilité lorsqu'elle veut paraître calme. L'inspecteur fronça les sourcils, mais glissa le tissu dans sa poche. « Nous l'enverrons pour analyse, même si je pense qu'il ne nous en apprendra pas plus que les autres. Ce qui m'inquiète, c'est de savoir pourquoi quelqu'un rendrait la cabine maintenant. » Le regard de mademoiselle Marple se posa sur la rive opposée. « Pour rétablir l'ordre, peut-être. Le village n'aime pas les scènes inachevées. Même la méchanceté ici préfère un rideau bien ordonné. » Il eut un petit rire sec. « Vous donnez presque l'impression que c'est poli. »« Oh, la méchanceté l'est souvent, » répondit-elle doucement. « Surtout avant le petit déjeuner. » Un héron s'envola des roseaux, les surprenant tous les deux, son reflet scintillant comme de l'argent sur l'eau. Lorsque les ondulations se calmèrent, quelque chose de nouveau attira l'attention de mademoiselle Marple, une petite lueur juste sous la surface, à côté du montant en bois de la cabine. Elle le désigna délicatement. « Là, inspecteur, près de la charnière. » Le policier s'avança dans l'eau et récupéra la broche en forme de fleur, à laquelle il manquait un pétale. Cradock l'examina en grimaçant. Déformée, comme tout le reste. Elle pourrait appartenir à mademoiselle Lennox. Madame Bantry a dit qu'elle portait quelque chose comme ça à la foire. Mademoiselle Marple examina le bijou dans sa main. « Une fleur à laquelle il manque un pétale, » dit-elle pensivement. « Une promesse rompue ou peut-être refusée. » Cradock mit la broche dans sa poche, l'impatience se glissant dans sa voix.
Nous n'avons aucune preuve que la femme dans la sacristie ait un quelconque lien avec mademoiselle Lennox. Pour autant que nous le sachions, elles sont victimes de péchés totalement différents. Mademoiselle Marple lui adressa un sourire bienveillant qui ne le rassura pas pour autant. Les péchés agissent rarement seuls, inspecteur. Ils préfèrent la compagnie. Alors qu'il reprenait le chemin de l'église, des voix se faisaient faiblement entendre depuis la route, où les villageois s'étaient rassemblés malgré l'heure tardive. La nouvelle semblait s'être répandue plus vite que les mises en garde officielles. Madame Price Ridley, redoutable même dans son habit de deuil, menait le petit groupe, son chapeau épinglé comme pour une guerre morale. « Inspecteur Craddock !» s'écria-t-elle. « Est-il vrai qu'il y a un autre corps ?» La patience de Craddock s'amenuisait visiblement. « L'enquête est en cours, madame. Laissez le policier. » Mais elle le repoussa et baissa la voix en s'approchant de mademoiselle Marple. « Je les avais prévenus, vous savez. Les miroirs et les femmes maquillées. Rien de bon ne peut en sortir. La foire a apporté la corruption jusqu'à notre porte. Croyez-moi, Jane, cela va finir en scandale. » La réponse de mademoiselle Marple fut aussi douce que la lumière du soleil à travers la dentelle. « Ma chère, St. Mary Mead était déjà scandaleux. Il fallait simplement un public. » Madame Price Ridley se redressa. « Je ferai comme si je n'avais rien entendu. »« J'espérais plutôt que vous entendriez, » dit mademoiselle Marple d'un ton agréable. Craddock toussa pour dissimuler son amusement. « Vous feriez mieux de rentrer chez vous, madame. Le village entendra bientôt une déclaration officielle. » Lorsque la foule se dispersa, l'inspecteur se tourna vers mademoiselle Marple. « Vous aimez la taquiner. »« Je ne la taquine pas, » corrigea-t-elle doucement. « Je la teste. Les gens montrent plus facilement leur vérité lorsqu'ils pensent être à l'abri d'être découverts. » Il acquiesça lentement, une lueur de compréhension dans son regard. « Et qu'est-ce que madame Price Ridley vient de nous montrer ?» Mademoiselle Marple ajusta ses gants. « Qu'elle n'a pas peur du meurtrier, mais d'être associée à lui. Ce qui suggère une proximité. » Craddock haussa un sourcil. « Vous pensez qu'elle est impliquée ?»« Je pense qu'elle sait quelque chose de gênant, » dit mademoiselle Marple, « et qu'elle préfère l'enfouir sous les convenances plutôt que d'avouer l'avoir vu. » Ils avaient de nouveau atteint la porte de l'église. Le miroir brisé était transporté par 2 agents de police vers le fourgon qui attendait. L'un d'eux glissa légèrement, et pendant un instant, le verre fracturé capta la lumière, la dispersant en une douzaine d'éclats irréguliers qui dansèrent sur les pierres tombales. Mademoiselle Marple observa la scène en silence, le visage impassible. Les reflets s'estompèrent lorsque le miroir disparut au coin de la rue. Craddock se tourna vers elle. « Nous le garderons sous clé cette fois-ci. Faites-le, » dit-elle. « Même si je soupçonne que son pouvoir ne réside pas dans ce qu'il montre, mais dans ce que les gens croient avoir vu. » La cloche au-dessus d'eux sonna le quart d'heure. Au-delà du mur du cimetière, la brume commençait à se lever. Le regard de mademoiselle Marple la suivit vers le haut, suivant la lente apparition des toits et de la fumée des cheminées. « Encore des apparences, » dit-elle doucement. « Elles sont toujours si impatientes de se dissiper. » Craddock jeta un dernier coup d'œil vers l'étang où le héron s'était à nouveau posé sur la rive opposée, immobile et vigilant. « Nous le draguerons demain, » dit-il, « au cas où il y aurait autre chose au fond. » Les yeux de mademoiselle Marple ne quittaient pas l'eau. Les ondulations s'éloignaient, s'élargissant dans le calme, le reflet des nuages s'apaisant dans l'innocence. « Oh oui, » murmura-t-elle, « il y a toujours plus. » Le calme grandissant sur l'étang semblait presque délibéré, comme si l'eau elle-même souhaitait nier ce qui se trouvait en dessous. Mademoiselle Marple resta immobile un instant de plus, sa main gantée posée légèrement sur la grille du cimetière. Puis elle se tourna vers le presbytère, où le murmure des voix avait recommencé à s'élever, doux, anxieux,
comme des prières prononcées par habitude plutôt que par foi. L'inspecteur Craddock la suivit, le visage tendu, ses bottes laissant des traces sombres sur l'herbe humide de rosée. Dans le salon du presbytère, Madame Bantry attendait, serrant le journal du matin comme s'il pouvait lui offrir une protection. « Jane, ma chère, ils disent que la foire sera annulée l'année prochaine. » Imaginez, tout ça à cause de cet horrible miroir. Et Madame Price Ridley insiste sur le fait qu'elle a vu quelqu'un le polir hier soir, dans le noir. Mademoiselle Marple accepta la tasse de thé qui lui était offerte, mais elle ne la but pas. « L'obscurité, dit-elle doucement, est souvent choisie par ceux qui préfèrent se voir tels qu'ils sont vraiment. La lumière du jour peut être très trompeuse. » Madame Bantry ne savait pas trop si cela avait pour but de la rassurer. « Eh bien, je peux vous dire qu'Arthur pense qu'il s'agit d'une malédiction spirituelle ou quelque chose comme ça. Il dit que la fissure du miroir a la forme d'un éclair. Il l'a appelé le jugement. Le colonel Bantry a toujours été un romantique, dit gentiment mademoiselle Marple. Mais j'ose dire que ce jugement s'avérera plus domestique que divin. » Craddock entra à ce moment-là, portant une petite enveloppe brune. « Du laboratoire, dit-il brièvement. Le tissu bleu que nous avons trouvé près de l'étang porte des traces de peinture, oui, mais aussi de paraffine. Quelqu'un l'a utilisé pour nettoyer des pinceaux. » Son regard se posa sur mademoiselle Marple. « Et la broche ? Celle de mademoiselle Lennox, d'après les souvenirs de madame Bantry. » Madame Bantry eut le souffle coupé. Alors elle était là. « Oh, c'est horrible !» La voix de mademoiselle Marple était calme. Ou quelqu'un a voulu nous le faire croire. Craddock fronça les sourcils. « Vous voulez dire qu'elle a été placée là ?»« Les apparences, inspecteur, » dit-elle en croisant les mains sur ses genoux. « Elles embellissent la vérité jusqu'à la rendre presque respectable. » Il regarda à nouveau l'enveloppe, les lèvres pincées. « Nous avons interrogé les employés de la foire. Aucun ne connaissait madame Célina de nom. Mais une femme se souvient l'avoir vue parler avec un homme correspondant à la description d'Archer derrière la tente à thé, à la tombée de la nuit. Il était en colère. Madame Bantry se pencha en avant avec empressement. « Cet affreux garçon. Je te l'ai dit, Jane, il a ce regard plein de ressentiment dissimulé sous un charme trompeur. » Le regard de mademoiselle Marple s'adoucit. La colère, ma chère, est généralement un masque pour cacher la honte. Les deux sont voisins. Craddock se tourna vers elle. « Alors vous croyez toujours qu'Archer est impliqué ?»« Je pense, dit-elle, qu'il a peut-être été utilisé par quelqu'un d'assez intelligent pour comprendre comment se comporte l'orgueil lorsqu'il est acculé. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air un instant avant que Craddock n'expire et ne se dirige vers la fenêtre. Le clocher de l'église au loin brillait faiblement dans la brume qui se dissipait. « J'ai ordonné que l'étang soit dragué cet après-midi, » dit-il. « Si le corps de mademoiselle Lennox s'y trouve, nous le saurons bientôt. »« Les corps, » dit mademoiselle Marple doucement, « ont tendance à rester près des personnes qui les ont créés. » Madame Bantry frissonna. « Jane, devez-vous vraiment parler de manière aussi poétique de choses aussi horribles ? » « Ma chère, » dit mademoiselle Marple avec un léger sourire, « la poésie n'est que la vérité revêtue de ses habits du dimanche. » Craddock lui lança un regard d'admiration réticente. « Vous auriez fait une formidable détective. »« Vraiment ? Oh, j'en doute, je n'aime pas la déduction. L'observation, en revanche, ne nécessite que de la curiosité et des aiguilles à tricoter convenables. » À midi, le repêchage avait commencé. Les villageois se rassemblèrent dans un silence inquiet au bord de l'étang, le visage pâle sous le soleil faible. Les cordes grinçaient et l'eau passa de l'argenté au brune, striée des longues ombres des roseaux. Un murmure parcourut la foule lorsque quelque chose de lourd se prit dans la corde. Les agents le tirèrent lentement vers la banca, une caisse en bois déformée par l'humidité. À l'intérieur se trouvait une collection de toiles, toutes déformées et tachées, mais toujours reconnaissables.
les croquis disparus de mademoiselle Lennox, des portraits de villageois, tous sans exception, Madame Price Ridley, le vicaire, et même Ned Archer. Chaque visage était rendu avec une précision déconcertante, chaque expression était un peu trop candide. Et au fond, une dernière peinture représentait le miroir lui-même, peint sous l'angle de quelqu'un se tenant à l'intérieur de la tente, avec deux silhouettes indistinctes reflétées à l'intérieur. Cradock le souleva avec précaution. « Vous voyez, elle savait quelque chose, ou quelqu'un voulait nous faire croire qu'elle savait quelque chose. » Mademoiselle Marple examina le tableau. « Intéressant, » murmura-t-elle. Le reflet montre les deux silhouettes, mais l'une d'elles est floue, comme si elle bougeait. Une conscience troublée, peut-être. L'inspecteur retourna la toile. Au dos, de légères traces de crayon formaient un nom. Dorothy Crane. Madame Bantry eut un nouveau hoquet de surprise. Le vrai nom de Madame Célina. Cradock fixa Mademoiselle Marple. La femme morte dans la sacristie était donc bien la voyante ? « C'est possible, dit-elle. Ou peut-être peignait-elle sous ce nom. La distinction est très importante pour son meurtrier. » Les villageois se pressèrent autour d'eux en murmurant. Un agent de police leur demanda de reculer. L'eau, désormais trouble et opaque, dégageait une odeur de pourriture et quelque chose de plus métallique. Cradock se frotta le front. Si mademoiselle Lennox n'est pas là, où est-elle ? Le regard de mademoiselle Marple balaya la pelouse, les stands à moitié démontés, les banderoles pendantes comme des fleurs fanées, la porte de l'école entr'ouverte où se trouvait quelques heures auparavant le miroir brisé. Quelque part dans les environs, je pense, caché par la familiarité. Les gens cachent rarement leur méchanceté loin de leur confort. L'inspecteur suivit son regard. « Vous voulez dire l'école ?» Elle ne répondit pas directement. La foire avait emprunté la salle pour sa tombola, n'est-ce pas ? Je me souviens que Madame Bantry avait dit que les clés étaient partagées, entre elle, le recteur et une autre personne. Madame Bantry cligna des yeux. Oh, Mademoiselle Lennox les avait aussi, bien sûr, pour son exposition. Mademoiselle Marple fit un petit signe de tête, comme on le fait quand un puzzle s'assemble enfin. En effet, Cradock remarqua la légère satisfaction dans son ton. « Vous avez vu quelque chose ? » « Je n'ai rien vu, inspecteur, » dit-elle, les yeux brillants d'une compréhension tranquille. « J'ai simplement reconnu ce qui nous regardait fixement. » Il ouvrit la bouche pour insister, mais elle leva la main. « Patience. La vérité, comme la peinture, doit sécher avant de révéler sa couleur. » Les villageois commencèrent à s'éloigner, les ragots déjà dans l'air. La voix de Madame Price Ridley se fit entendre au-dessus des autres, insistante, moralisatrice et légèrement tremblante. Mademoiselle Marple la regarda partir avec une affection teintée de tristesse. Cradock suivit son regard. « Vous ne pensez pas ? » « Je pense, » dit doucement Mademoiselle Marple, « que le village est sur le point de se voir reflété et qu'il n'aimera pas ce qu'il découvrira. » Son regard revint vers le cimetière, où le miroir brisé avait été emporté plus tôt dans la matinée. Pendant un bref instant, elle crut voir un pli bleu de soie disparaître derrière la porte de la sacristie. L'aperçu de bleu disparut dans l'ombre de la sacristie avant que mademoiselle Marple puisse être sûre que ce n'était pas son imagination. Pourtant, l'expérience lui avait appris que les illusions visitaient rarement les observateurs, à moins d'y être invitée. Elle traversa le cimetière sans se presser, sa jupe effleurant l'herbe humide, l'air légèrement parfumé par les derniers lilas penchés par-dessus le mur. La porte de la sacristie était entr'ouverte. À l'intérieur, le silence semblait tendu, comme un souffle retenu trop longtemps. L'inspecteur Cradock, qui continuait à diriger les agents près de l'étang, remarqua son mouvement et la suivit immédiatement. « Mademoiselle Marple, dit-il à voix basse, si vous avez vu quelque chose,
Elle leva doucement la main. « J'ai vu trop peu de choses, inspecteur. C'est souvent dans ces moments-là qu'on en apprend le plus. » L'intérieur de la sacristie semblait inchangé, la lampe renversée, replacée sur sa table, le miroir appuyé sous une bâche en attendant d'être enlevé, et la faible empreinte sur le sol en pierre où le corps de la voyante avait été emporté. Pourtant, quelque chose dans l'air semblait différent, moins triste, plus expectatif, comme si la pièce était à l'écoute. Un léger grincement provenait de derrière le rideau qui masquait le coin rangement. Craddock sortit son revolver, mais la voix de mademoiselle Marple l'arrêta. « Pas besoin de dramatiser, inspecteur. Je pense que celui qui se cache là préférerait discuter plutôt que d'affronter. » Le rideau bougea, et Ned Archer apparut, pâle et débraillé, les yeux écarquillés mais provoquants. Vous n'avez pas le droit de commencer, mais Craddock l'interrompit d'un ordre sec de rester immobile. Les bottes du jeune homme étaient humides, ses poignets légèrement tachés de bleu. « Ainsi, dit Craddock, notre lève-tôt revient sur les lieux du crime. »« Ce n'était pas un crime, » s'écria Archer. « Je n'ai tué personne, je voulais seulement récupérer ce qui m'appartenait. » Mademoiselle Marple le regarda avec une compassion tranquille. « Et qu'est-ce donc, monsieur Archer ?» Il hésita. « Les croquis. Elle m'a utilisé, m'a fait poser, disant que c'était de l'art. Puis elle m'a peint dans ce miroir. Tout le monde aurait pu le voir. Je l'ai supplié de le détruire. « Vous vous êtes disputé, » dit Craddock d'un ton neutre. « Vous l'avez suivi ici. » Archer secoua violemment la tête. « Non, je suis arrivé après. Je l'ai trouvé parti. Et puis cette autre femme, Madame Selina, était là, fouillant les lieux. Elle disait savoir ce que le miroir cachait. » La voix de mademoiselle Marple était presque tendre. « Vraiment ?» Les épaules d'Archer s'affaissèrent. « J'ai essayé de partir, mais j'ai entendu un cri. Quand je suis revenu, elle était... » Il déglutit péniblement. « J'ai paniqué, j'ai couru, je ne l'ai pas touchée. Je le jure. » Craddock serra les mâchoires. « Vous vous attendez à ce que nous croyions cela ? Je m'attends à ce que vous découvriez la vérité. » dit Archer avec amertume. « Vous êtes plus doué que moi pour protéger les gens qui mentent. » Mademoiselle Marple posa légèrement la main sur la table. « La vérité est rarement belle, monsieur Archer. C'est pourquoi tant de gens l'embellissent. » Elle se tourna vers le miroir recouvert. « Vous avez dit qu'elle vous avait peint dessus. Voyons ce qu'elle voulait dire. » Craddock hésita, puis souleva la bâche. Le verre brisé captait la lumière du jour et la dispersait sur les murs. Mademoiselle Marple s'approcha, son reflet se fragmentant, ses yeux, son chapeau, ses mains, se multipliant et se réorganisant comme des morceaux de mémoire. Au milieu de ces éclats se trouvait une tache plus sombre, comme si quelque chose avait été pressé contre le verre et avait laissé une trace. « Ici !» murmura-t-elle en montrant du doigt. « Une sorte d'empreinte, des résidus de poudre légèrement bleus. De la peinture, j'imagine. Encore la pigmentation de mademoiselle Lennox. » Craddock l'examina d'un air sombre. « Vous pensez qu'elle a caché quelque chose derrière ce miroir ? » « Peut-être pas caché, » dit mademoiselle Marple, « mais plutôt révélé. Les miroirs montrent parfois ce que les murs dissimulent. » Sur son signe de tête, Craddock fit signe à un agent. L'homme souleva le cadre du mur. Derrière, coincé dans un renfoncement étroit, se trouvait un carré de papier plié, raide de peinture séchée. Craddock l'ouvrit avec précaution. C'était un croquis inachevé, mais indubitable. 2 femmes, l'une brune, l'autre blonde, se tenaient près du miroir. Entre elles, une 3e silhouette à peine esquissée, dont le visage avait été effacé comme si on l'avait frotté à la hâte. La voix de Craddock baissa d'un ton. La femme blonde. Mademoiselle Lennox. Les yeux de mademoiselle Marple passèrent du croquis à Archer. « Et l'autre » dit-elle doucement. « La femme que vous avez appelée Madame Selina. » Archer acquiesça tristement. Elle a dit qu'elle se connaissait depuis longtemps et que mademoiselle Lennox lui devait quelque chose,
J'ai pensé qu'elle parlait d'argent. Les dettes peuvent prendre différentes formes, dit doucement mademoiselle Marple. Je soupçonne que celle-ci était morale plutôt que monétaire. L'inspecteur fronça les sourcils. Vous pensez que la voyante la faisait chanter. Je pense qu'elle lui rappelait un passé, que mademoiselle Lennox souhaitait oublier. Le genre de passé qui pouvait briser une carrière fondée sur la distinction. Lorsque cela échoua, elle utilisa le miroir comme une belle scène pour une confession déguisée en art. Archer avait l'air perplexe. Mais pourquoi la tuer? Le regard de mademoiselle Marple était bienveillant mais ferme, parce que l'extorsion s'impatiente lorsque la moralité hésite. Et le désespoir, une fois né, attend rarement la conscience. Craddock se tourna vers la porte. Nous allons faire venir Archer pour un interrogatoire plus approfondi. La voix du jeune homme s'éleva dans un cri de panique. « Je vous ai dit que je ne l'avais pas touché !» La main de mademoiselle Marple se leva légèrement. « Non, inspecteur, je ne crois pas qu'il l'ait fait. La force nécessaire pour porter ce coup n'était pas la sienne, ni son tempérament. La peur tue rarement directement, elle laisse cela à la fierté. » Son regard se perdit un instant dans le lointain, comme s'il suivait une pensée invisible aux autres. Puis elle regarda Craddock. « Vous découvrirez, je pense, que le visiteur de Madame Célina ce soir-là n'était pas M. Archer, mais quelqu'un dont le reflet ne correspondait pas tout à fait à sa vertu. » Il la fixa du regard. « Vous voulez dire quelqu'un d'autre du village ?»« Sainte Mary Mead, » dit mademoiselle Marple, « regorge de personnes qui ont passé leur vie à paraître irréprochables. Un miroir, qu'il soit fissuré ou non, est un témoin intolérable. » L'inspecteur soupira. « Alors nous devrons les interroger à nouveau tous, chacun d'entre eux. »« Faites-le, » dit mademoiselle Marple doucement, « mais commencez par celui qui a le plus insisté sur le danger des miroirs. Les gens nous mettent assez souvent en garde contre leurs propres crimes. » Son ton était doux, mais l'implication était suffisamment claire pour faire taire la pièce. Craddock plissa les yeux. « Madame Price Ridley !» Mademoiselle Marple ne répondit pas directement. Dans un petit village, inspecteur, la culpabilité est rarement étrangère. Elle parle toujours avec un accent local. Il acquiesça brièvement, se tournant déjà vers la porte pour donner ses ordres. Archer regarda mademoiselle Marple perplexe. « Pensez-vous vraiment qu'elle soit... Mais elle est juste... »« Juste respectable, » termina doucement mademoiselle Marple. « Exactement. » Le jeune homme déglutit péniblement et, pour la première fois, redressa les épaules, non par défi, mais par soulagement las. « Alors je vais tout vous dire, » dit-il doucement. « Tout. » Dehors, la cloche de l'église se remit à sonner lentement, délibérément, marquant midi avec une précision funèbre. Le son emplit la sacristie, se mêlant au léger bruissement de la bâche qui retombait sur le miroir. La lumière vacilla brièvement sur le verre brisé, divisant une fois de plus les reflets en une douzaine de vérités dérangeantes. Miss Marple se tourna vers la porte, le visage impassible mais le regard pensif. Quelque part, au-delà de la pelouse, une voix de femme s'éleva faiblement, en signe de protestation, suivie du bruit de pas précipités. Craddock s'arrêta. « Dois-je y aller ?» Mais mademoiselle Marple s'avançait déjà, le ton aussi calme que jamais. « Oui, inspecteur, je pense que le miroir a décidé de parler. » La voix traversa la pelouse, tremblante d'indignation mêlée de peur. Madame Price Ridley se tenait près de la porte du presbytère, les mains gantées serrées autour d'une ombrelle qui tremblait très légèrement. Quelques villageois hésitaient à proximité, partagés entre curiosité et convenance. L'inspecteur Craddock s'avança, mais mademoiselle Marple, sereine comme toujours, prit les devants. Sa présence calme dispersa la petite foule plus efficacement que ne l'aurait fait l'autorité. « Ma chère madame Price Ridley, » dit-elle, « quelle chance de vous trouver si tôt. Je pense que vous pouvez nous aider à éclaircir une affaire assez confuse. » Le visage de la femme se crispa. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire, Jane. J'ai déjà dit tout ce que je savais à l'inspecteur. » En effet,
dit mademoiselle Marple doucement. Mais voyez-vous, la vérité est une chose compliquée. Elle échappe souvent aux bonnes intentions. Et vous, je pense, avez été un peu trop zélé dans votre rangement. Craddock les rejoignit, le visage sévère. Nous avons trouvé des traces de pigments sur l'écharpe bleue découverte près de l'étang. Le même bleu outre-mer que celui utilisé par mademoiselle Lennox. Le même pigment a été trouvé sur vos gants ce matin. Les lèvres de madame Price Ridley s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. J'ai aidé le vicaire à arranger les fleurs. Cela expliquerait. Ah, mademoiselle Marple l'interrompit doucement. Mais les fleurs de l'église cette semaine sont blanches. Des lys, pas des delphiniums. Il n'y a pas de bleu parmi elles. Un silence s'ensuivit, seulement rompu par le murmure de la foule. La main de madame Price Ridley se crispa sur sa gorge, ses yeux se tournant vers l'église comme si le bâtiment lui-même pouvait intervenir. « Vous n'avez pas le droit, » murmura-t-elle. « Aucun d'entre vous. » La voix de mademoiselle Marple était douce, mais chaque mot était prononcé avec une certitude tranquille. « Vous avez rendu visite à mademoiselle Lennox la veille de la foire. Elle a peint votre portrait par gentillesse, j'imagine. Mais vous n'avez pas aimé ce que vous avez vu. C'était honnête, et l'honnêteté peut être très peu flatteuse. » Madame Price Ridley leva le menton dans un geste de défi fragile. Elle s'est moquée de moi. « Non, » dit mademoiselle Marple, « elle vous a révélé. Vous l'avez suppliée de détruire le portrait, mais elle a refusé. Plus tard, quand vous avez appris qu'elle avait placé ce miroir dans la tente artisanale, vous avez craint que la vérité ne se reflète dans votre vérité, que vous avez si soigneusement gardée. Vous l'avez de nouveau confrontée cet après-midi-là. » Craddock s'approcha. « Et lorsque la voyante a essayé d'utiliser ce secret pour vous extorquer de l'argent, madame Price Ridley s'est retournée contre lui avec férocité. Elle était ignoble. Elle a dit qu'elle pouvait voir ce que j'avais fait, que tout le monde le verrait. Je voulais seulement la faire taire. Vous l'avez frappée, dit doucement mademoiselle Marple. Un seul coup, rapide, effrayé et maladroit. L'ombrelle glissa des mains de madame Price Ridley et tomba sur le gravier. Elle poussa un petit cri impuissant, plus proche du soupir que du sanglot. « Je voulais seulement l'empêcher de parler, » murmura-t-elle. « Je ne voulais pas. »« Peu de gens le veulent, » dit mademoiselle Marple. « La violence commence souvent par un malentendu entre la peur et la fierté. » Craddock donna le signal, et le policier s'avança. Mais mademoiselle Marple lui saisit légèrement le bras. « Laissez-lui un moment, » dit-elle doucement. « Les apparences ont été toute sa vie. Il est cruel de les lui arracher si soudainement. » L'inspecteur hésita, puis acquiesça. Madame Price Ridley se redressa, tremblante mais calme, le regard fixé sur le clocher de l'église. « Vous allez tous parler, bien sûr, » dit-elle d'une voix presque ferme. « Vous le faites toujours. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « Oui, ma chère. Mais finalement, nous oublions le scandale et nous nous souvenons de la pitié. » Alors qu'on l'emmenait, les villageois restèrent silencieux, la certitude morale ayant disparu de leur visage. Madame Bantry s'essuya les yeux. Pauvre femme. Elle était horrible, mais, oh Jane, comme tout cela est triste. La tristesse, dit mademoiselle Marple, est la seule conséquence honnête du péché. Tout le reste n'est que théâtre. Dans l'après-midi, la foule s'était dispersée, laissant le pré étrangement propre. Il ne restait plus rien de la foire. L'herbe était aplatie là où les rires avaient résonné. Mademoiselle Marple était assise sur un banc près de l'étang, son tricot sur les genoux, bien qu'elle ne l'ait pas touché. L'inspecteur Craddock s'approcha, les mains dans les poches. « Je dois vous rendre hommage, » dit-il. « Vous l'avez vu alors qu'aucun d'entre nous ne l'avait vu. » Elle sourit faiblement. « On ne voit pas, inspecteur. On écoute ce que les gens ne disent pas, ce qu'ils espèrent avoir oublié. » Il acquiesça lentement. « Et mademoiselle Lennox ? » ?»« Elle reviendra, je pense, » dit mademoiselle Marple. « Elle a trop de courage pour rester cachée.
Quand elle apprendra que la vérité a été révélée, elle se sentira presque libre. Cradock regarda l'eau où le héron se tenait à nouveau, immobile, son reflet un écho parfait. « Vous donnez l'impression que tout est si calme, » dit-il doucement. Pourtant, plus rien ne semble calme. « Ah !» murmura mademoiselle Marple. « C'est parce que le calme n'est que la surface de la culpabilité une fois qu'elle a été acceptée. Comme cet étang, il ne semble calme que parce que tout ce qui pouvait couler a déjà coulé. » La cloche de l'église sonna une fois, d'un son long et grave. Quelque part, au bout de la ruelle, le chien de madame Bantry aboya, et le rythme ordinaire de St. Mary Mead commença à se réaffirmer. Les rideaux bougèrent, les bouilloires sifflèrent, les commérages trouvèrent de nouveaux mots pour les vieux péchés. La respectabilité, toujours patiente, reprit sa place. Cradock lui tendit la main. « Je vous préviendrai quand tout sera écrit. Je serai là, dit-elle, à m'occuper de mes roses et à prétendre qu'elles poussent grâce à la vertu plutôt qu'au compost. » Il rit doucement et s'éloigna. Les derniers rayons de l'après-midi touchaient la surface fissurée du miroir, toujours appuyé à l'intérieur de l'école, en attendant d'être enlevé. La fracture brillait faiblement, comme une paupière fermée captant le soleil. Miss Marple se leva, rassemblant son châle autour de ses épaules. Elle regarda une fois de plus l'étang, dont le calme était si parfait qu'il aurait pu être peint. « Les apparences, murmura-t-elle, sont terriblement difficiles à vivre sans. » Puis, avec un léger soupir, elle se tourna vers le chemin qui menait à la maison, sa silhouette petite mais stable, se détachant sur l'or déclinant de la journée.